et puis aussi d'avoir des retours. Donc moi je suis chercheur à l'IRT Bicom, je vous en parlerai un peu brièvement par la suite. J'ai eu l'opportunité il y a maintenant 1 an et demi de démarrer une thèse qui porte sur le sujet de la réutilisation des ressources inutilisées. Alors c'est le plan de ma présentation. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous parler de Bicom. Après je vais vous parler un peu du contexte et de la motivation de ce projet et des travaux qu'on réalise. Je vous parlerai un peu de la problématique de la récupération des ressources inutilisées. Et je terminerai par une conclusion. Dans la salle, qui c'est qui est plutôt cloud et qui c'est qui est plutôt machine learning? Il y a les deux à peu près. Bon, je vais essayer de faire un compromis entre les deux du coup. Une partie machine learning, une partie cloud. Sachant qu'aujourd'hui c'est quand même plus machine learning. Donc Bicom, c'est un institut de recherche technologique qui a ouvert en 2012, qui vise en fait à mettre dans le même bâtiment des ingénieurs, des chercheurs, des industriels. En fait, on s'est rendu compte en France qu'il y avait d'excellents chercheurs, mais on avait du mal à transférer en fait les innovations. Et le but de l'IRT Bicom, en fait, c'est de mettre au même endroit des ingénieurs et des industriels. Pour ceux qui connaissent, c'est similaire à Fraunhofer en Allemagne. Donc on a 3 grands domaines. Il y a le domaine hypermédia, donc on a des gens qui travaillent sur la vidéo, encodage SDR to HDR, HDR to SDR, sur du son spatialisé. On a des gens qui travaillent aussi dans le domaine de la santé, des gens qui travaillent aussi dans le domaine réseau et sécurité. Donc on travaille sur la 5G, les réseaux de demain, la virtualisation des réseaux. Et moi j'appartiens donc au domaine réseau et sécurité, où on a un laboratoire qui s'appelle Cloud Computing. Donc vous voyez quelques chiffres de l'Institut. Donc il y a des doctorants, des ingénieurs. On a ce qu'on appelle des MAD, donc des mises à disposition qui viennent des entreprises. Donc on a dans les membres Orange, TDF, qui viennent en fait mettre à disposition des personnes. Donc je vais vous parler un peu comment on est arrivé en fait à travailler sur la ressource inutilisée. Donc le projet précédent sur lequel on travaille s'appelle Watcher. C'est un service d'optimisation d'une infrastructure OpenStack. Donc en fait dans OpenStack il y a Nova qui gère le placement initial des VM. Et en fait il n'y avait aucun service pour replacer les VM. C'est-à-dire que aujourd'hui en fait la consommation énergétique d'un data center en fait est extrêmement liée par exemple au refroidissement. Il y a des études qui montrent jusqu'à 40% du coût, c'est le refroidissement. Et on pourrait imaginer notamment replacer les VM pour l'autre balancer la température pour faciliter le refroidissement. Donc le projet Watcher visait en fait à fournir des stratégies d'optimisation dans une infrastructure. Et dans ces stratégies d'optimisation, on a travaillé notamment sur de la consolidation, donc maximiser l'usage de certaines machines et libérer d'autres machines. Et un des constats qu'on a fait, en fait, c'est que les data centers sont souvent très sous-utilisés. Alors ils sont sous-utilisés pour 2 raisons. La première raison, c'est que les data centers sont dimensionnés pour gérer les pics et les défaillances matérielles. Ce qui amène en fait des taux d'utilisation très faibles. Alors ça, c'est sur des jeux de données qu'on a. Ça dépend des data centers. Peut-être que chez OVH, je vois qu'il y en a ici, ils ont peut-être des taux d'utilisation plus élevés, je ne sais pas. Je sais que chez Google, c'est un peu plus élevé aussi parce qu'ils ont déjà des mécanismes pour récupérer les ressources inutilisées. Et donc du coup, en fait, le projet sur lequel on travaille, c'est un peu comme Airbnb, mais pour les data centers. On vise à revendre des ressources inutilisées à d'autres personnes. Alors vous verrez par la suite qu'il y a pas mal de challenges. Et pour revendre ces ressources inutilisées, on a choisi un cas d'utilisation qui est le big data. C'est-à-dire l'idée, c'est que le big data consomme énormément de ressources, parce que ça demande beaucoup de ressources de calcul. Et donc l'idée, c'est de réutiliser les ressources inutilisées, qui sont moins chères, pour processer du big data. C'est bon pour tout le monde? Alors qu'est-ce que c'est les ressources inutilisées? Pour que ça soit clair dans tout le monde. Donc il y a ici 2 dimensions, le CPU et la mémoire. Ce que vous voyez, le rectangle vert, en fait, c'est la capacité maximum du système. Et en fait, souvent, il y a le spare capacity. C'est des ressources qui ne sont pas du tout allouées, qui sont libres. On peut instancier des VM ou des conteneurs dessus. Il y a les ressources jaunes qui sont allouées, mais pas utilisées. C'est-à-dire que des personnes réservent des ressources, mais ne les utilisent pas forcément. Et ce qu'ils utilisent, en fait, c'est l'usage. Et notre objectif, en fait, c'est d'aller jusqu'au rectangle. Bon, en pratique, ce n'est pas possible, parce qu'il y a trop de risques. Mais l'idée, c'est de maximiser l'usage pour déployer, en fait, du Spark. Les ressources vertes, en fait, sont plus faciles à récupérer, parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout alloués, contrairement en fait, aux ressources jaunes, en fait, où l'utilisateur peut monter jusqu'ici. Et qu'ici, il y a une certaine volatilité. Donc là, c'est juste pour positionner un peu d'un point de vue business, pour voir en fait, comment ça se positionne aujourd'hui dans le cloud. Donc sur la gauche, vous avez les ressources qui sont pas chères, et tout en haut, c'est ce qui est le plus cher. Donc c'est classique, les ressources réservées, ou les réservées sur une durée plus longue, elles sont moins chères. Et les ressources on-demand, en fait, ils sont beaucoup plus flexibles, mais plus chères. Il y a les ressources on-premise dans votre propre data center qui sont un peu moins chères. Et il y a les ressources qui sont dites opportunistes. C'est les ressources en fait, qui peuvent être récupérées. Donc là, il y a Amazon qui fait ça.
en fait, c'est qu'il vous vend des VM, si vous ne les utilisez pas, il va les revendre. C'est-à-dire que vous achetez des ressources, si vous ne les utilisez pas, il les revend à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il gagne 2 fois d'argent dessus. Et donc, contrairement aux ressources qui sont sur la gauche, en fait, ils sont révocables, c'est-à-dire qu'il vous les vend moins cher, jusqu'à 90% moins cher, mais il peut les récupérer. Donc, si vous avez des applications qui tournent dessus, en fait, ils vont s'arrêter. Ils vont vous notifier 5 minutes à l'avance, mais il faudra enlever ce qu'il y a dessus. Parce que ça ne tournera pas ou le déployer sur un autre serveur. Donc, ils sont sans SLA et révocables. Donc, il y a des startups qui travaillent aussi dans le cloud privé. Donc, il y a eExec, qui est une société qui travaille beaucoup avec la blockchain, qui vise aussi, comme nous, à récupérer les ressources inutilisées. Et notre différence, c'est qu'on essaie de fournir du SLA. Donc, dans le cloud, le SLA, c'est Service Level Agreement, c'est-à-dire qu'on essaie de garantir le service aux utilisateurs. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de la motivation en vous présentant quelques chiffres qu'on a récupérés. Donc, on a en fait 5 jeux de données qui représentent 5 entreprises différentes, des administrations, des écoles, des entreprises qu'on a étudiées pour voir est-ce qu'il y a vraiment des ressources inutilisées, quels sont les types de ressources inutilisées qu'il y a. Si on regarde en fait juste au niveau du CPU, parce que j'ai pas le temps de rentrer en détail dans toutes les métriques, donc ça c'est des boxplots, ça se lit comme ça. En fait, tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire 90% du temps, on remarque sur ces 5 jeux de données, le taux est inférieur à 40%. C'est-à-dire que 60% du temps, le CPU n'est pas utilisé. Si on regarde la médiane, en fait, c'est-à-dire que le taux médian d'utilisation est de plus ou moins 20%. C'est-à-dire que si on se base sur ces jeux de données qu'on a pu étudier, le taux d'usage médian des CPU est de 20%. C'est-à-dire 80% du temps, ces data centers sont sous-utilisés. C'est un gaspillage énorme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, on pourrait faire autre chose. Donc là, on voit bien, en tout cas sur la métrique CPU, qu'il y a des ressources utilisées. Si on regarde d'autres métriques, il y en a aussi. La mémoire est un peu plus utilisée. Ça, c'est lié à les techniques de virtualisation qui sont utilisées, mais c'est plus utilisé. Et si on se positionne d'un autre point de vue, si on se dit, maintenant, ces ressources utilisées, on va les mettre d'un point de vue économique. Donc là, j'ai pris quelques hypothèses qui sont pour se donner un peu un aperçu. Donc les jeux de données ne sont pas de la même taille. Le plus gros data center ici, en fait, il représente une centaine de machines. Donc c'est pour ça qu'il génère plus d'argent, mais ça dépendrait vraiment de son utilisation. Mais si on prend des hypothèses, donc là, j'ai pris des hypothèses qui étaient simples. On revend une seule machine virtuelle, donc c'est la taille, l'unité de revente. Donc on prend 2 vCPU et 8 Go de RAM. Et on le vend 0,066 $ de l'heure. On voit que par exemple sur ce jeu de données-là, sur une période de 13 mois, on arrive quand même à générer 140 000 $. Donc c'est le cas optimiste parce qu'on a tout revendu, mais on peut imaginer qu'en fait il y a des business models derrière où on peut générer de la valeur. Là je marque aussi, il ne faut pas oublier que revendre des ressources, ça peut amener en fait de la consommation énergétique et de l'usure, donc il y a des dimensions en plus à prendre. C'est-à-dire que revendre, ça implique aussi des coûts. Bon, je vous ai montré qu'il y avait des ressources inutilisées, en tout cas avec du CPU, que ça avait de la valeur. Moi, je vais vous parler un peu des challenges pour essayer de les récupérer pour d'autres objectifs. Donc, on a plusieurs acteurs dans ce système. Donc, nous avons les clients, en fait, qui, eux, leur objectif, c'est de pouvoir, dans notre cas, processer du big data à moindre coût. On a un opérateur qui a pour objectif, en fait, de mettre en place une solution de revente de ressources. Et ce qu'on appelle, nous, les farmers, c'est des fournisseurs de ressources. Ils ont des ressources inutilisées qu'ils souhaitent mettre à disposition à d'autres personnes. Et donc, ce qui est fait en général dans le cloud, c'est que les clients vont négocier avec l'opérateur des SLA, combien de ressources je veux acheter, à quel prix, quelle performance. Et le rôle de l'opérateur, en fait, c'est de garantir au client ce service. Alors, sachant qu'en fait, contrairement à un cloud provider classique, en fait, il a pas mal de challenges. Le premier challenge, c'est qu'en fait, tous ces farmers sont reliés à Internet avec des débits différents. Donc la capacité, la taille du tuyau, si on prend une analogie, en fait, ici par exemple c'est du mégabyte, ici c'est du gigabyte, ici c'est encore du mégabyte. Donc on a des termes de capacité, la taille du tuyau qui varie en fonction des cloud providers. En plus, en fait, il y a de l'hétérogénéité. Certains vont avoir des SSD, certains vont avoir du HDD, certains vont avoir des GPU. Donc ça amène en fait plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité, il y a une volatilité parce que en fait, ces utilisateurs ils vont continuer à utiliser leur data center pour leurs propres besoins. Et le rôle de l'opérateur, c'est aussi bien de garantir au customer son service, mais en même temps, ne pas perturber ce qui existe. Parce que les farmers, eux, ils veulent bien vendre, mais ils veulent surtout pas qu'on perturbe ce qui existe chez eux. Sinon, en fait, ils vont pas avoir intérêt à revendre ces ressources. Ce qui amène une question en fait, qui est centrale dans la présentation, en fait, tout en découle, c'est du coup, mais comment on va déterminer combien de ressources on va vendre? Combien de ressources on va vendre? Si on vend trop, on risque de perturber ce qui est ici. Et comment garantir quel service? Des deux points de vue, du point de vue du farmer et du customer. Parfois, le customer peut se transformer en farmer et parfois le farmer peut se transformer en customer. Parce que souvent, les data centers sont très dépendants de ce qui tourne
et des utilisations. Et l'idée, c'est dans cette masse, essayer de trouver un placement qui permet de garantir, avec des marges, que le customer a son service et qu'on ne perturbe pas ce qui existe. Ça va jusque-là? Parce que si on perturbe, en fait, si on estime mal la capacité, ça va amener des violations. Si on estime mal la demande future, ça va amener des violations. La capacité, là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a fait des travaux là-dessus qui montrent qu'en fait, si une voiture marque 220 au compteur, en fait, un ordinateur, on ne peut pas toujours atteindre cette performance. Il peut y avoir des interférences. Et on a montré, par exemple, juste au niveau des SSD, des disques durs, des perturbations jusqu'à 11 fois. Et des applications constées dans un même conteneur peuvent aussi se perturber ensemble. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. On va surtout se concentrer sur la suite. Donc notre vision à nous, pour récupérer ces ressources utilisées, en fait, il y a 3 gros points. Donc le premier point, c'est d'estimer la demande future. De combien de ressources on va pouvoir s'engager. Le deuxième point, en fait, c'est de pouvoir réagir à des mauvaises estimations. Les data centers, en fait, il y a des humains derrière. Et le machine learning utilise le passé pour prédire le futur. Si dans le passé, on n'a pas vu du tout ce qui s'est passé, on ne pourra pas le prédire. Et donc, du coup, si on se trompe, il faut bien qu'il y ait des mécanismes pour empêcher qu'on ne perturbe pas le farmer. Parce que si on le perturbe, il n'aura aucun intérêt à venir. Et le dernier point, ça c'est plus lié à Spark, c'est qu'en fait, là, vous avez vu qu'il y a une certaine volatilité. Et que les applications, en général, ne sont pas conçues pour fonctionner dans... Ils sont conçus, pas toutes, mais pour tourner dans l'environnement, il y a une volatilité. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de tolérance aux pannes, mais ils ne sont pas habitués à tourner avec des volatilités aussi fortes. Vous m'avez suivi jusque-là? Donc Spark, par exemple, donc, ce qui est le cas d'aujourd'hui, en fait, il a pas mal de mécanismes de fault tolérance intégrés qui permettent de gérer des défaillances, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, je vais me concentrer en fait, sur la partie machine learning qui vise à estimer les ressources inutilisées la plus précise possible pour évaluer jusqu'à combien on peut s'engager. Donc souvent, en fait, les cloud providers ils sauvegardent l'historique d'utilisation en fait, de leurs machines et de leurs data centers comme des time series. Donc vous en voyez une ici. Donc sur la gauche, c'est le taux d'usage, et sur la droite, c'est le temps. Et donc, le but, c'est d'utiliser la partie violette pour prédire la partie bleue la plus précise possible. Plus on sera précis, plus on va minimiser le risque, aussi bien du point de vue customer que du point de vue farmer. Donc notre vision, en fait, elle s'appuie sur une étude de l'état de l'art qui existe. Il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur la prédiction en fait, des data centers. Ça a été démontré qu'en fait, le machine learning peut être utilisé pour prédire les ressources. Et notre vision, en fait, à nous, c'est ce qui était nouveau dans notre contribution, en fait, dans le cadre de ma thèse, c'était d'utiliser la régression quantile, comme un outil, en fait, pour trouver un compromis entre le volume de ressources qu'on vend et le risque qu'on en vend. Parce que si on vend tout, il y a un risque maximum, et si on vend un peu moins, on a moins de risque. Et donc, juste en utilisant la prédiction, à ce niveau-là, on a un outil qui nous permet de trouver un compromis entre le volume de ressources qu'on vend et le risque de le vendre. Donc ça, je pense que pour ceux qui font du machine learning, qui sont habitués à ces 3 étapes, c'est souvent classique. Il faut choisir l'algo. Dans notre cas, là, il faut aussi choisir le quantile. Il y a 2 façons de l'estimer, on en parlera par la suite. Quand on fait après, il y a souvent la phase de pré-processing, il y a souvent l'étape de downsampling, les phases de normalisation, les phases pour gérer les données manquantes. Ça dépend des algos, les algos qui les gèrent nativement. Et la dernière partie qui est très importante, c'est le feature engineering, c'est quelles sont les features qui vont me permettre d'expliquer en fait, le comportement de la variable qu'on veut prédire. Et la dernière partie, en fait, c'est le shifting time series. C'est une time series, donc on doit la découper en plusieurs parties pour vérifier en fait, la partie tuning et la partie testing du modèle. Donc maintenant, je vais vous parler de la première partie. Donc souvent, quand on fait du machine learning, je pense que ceux qui en ont fait, ils se disent mais quel est l'algo que je dois utiliser pour prédire mon CPU ou quel algo je dois utiliser pour prédire que c'est un chien ou un chat. Ça, c'est une partie difficile, parce qu'il y a énormément d'algos. Une fois qu'on a choisi l'algo, c'est quelles sont les bonnes features, quels sont les hyperparamètres qui contrôlent la complexité du modèle. Nous, on s'est basé en fait, sur l'étude de l'état de l'art, qui y a eu plein de gens qui ont fait des travaux sur prédire les comportements des machines. Donc là, il y a 3 algos qui ressortent, donc Gradient Boosting Decision Tree, Random Forest et LSTM. Donc LSTM, c'est une algo de deep learning, et les 2 autres sont plus classiques. Donc les 2, Gradient et Randolph, en fait, sont souvent très simples à utiliser, faciles à mettre en production, comparé à l'autre, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Si on les compare de façon simpliste, en fait, on remarque que Gradient Boosting Decision Tree et Random Forest sont résistantes aux outliers, elles peuvent gérer les données manquantes, et elles sont plus faciles à entraîner. Ce qui est intéressant dans notre cas, si on veut récupérer des ressources inutilisées, si l'algo prend toutes les ressources inutilisées pour s'entraîner, c'est un problème.
Donc on a vraiment un besoin d'algo la plus légère possible. Et le dernier point, c'est la précision. Donc LSTM est réputé pour donner de très bons résultats en prédiction. Juste sans rentrer dans les détails, ces deux algos en fait s'entraînent en voulant minimiser l'espérance de X, sachant Y, mais en prenant les points de façon indépendante. Contrairement à LSTM qui est capable d'apprendre sur des séquences et chercher en fait les corrélations cachées qui existent dans ces séquences. Donc là, on n'est plus vraiment dans des time series, on casse la time series, que là, on reste sur des time series. Donc qu'est-ce que c'est la régression quantile, pour donner un petit peu de background. Donc, ce qui se fait aujourd'hui dans la littérature, c'est sur la gauche. Donc là, vous avez le taux d'utilisation CPU sur la gauche et la fenêtre de prédiction. Souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prédit le comportement moyen. Sauf que dans notre cas, en fait, tous les points qui sont au-dessus peuvent être considérés comme des violations. Si on vend, tous les points sont des violations. Ce qui est problématique dans notre cas de notre vente. Contrairement à la régression quantile, en fait, qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la distribution des données. Si on prend par exemple le quantile 0,95, pendant la phase d'entraînement, on va mettre 95% des points en dessous de la courbe. Ce qui veut dire que basé sur l'historique, on aura une probabilité que 95% des points sont en dessous. Un autre avantage, ça dépend énormément du modèle économique qu'on choisit, c'est qu'on a une flexibilité. On peut, par exemple, prendre le quantile 0,75, qui est plus bas. Donc on aura une probabilité de 0,75, mais il est plus bas dans la courbe, donc on va vendre plus. Donc là, on a un outil pour trouver un compromis avec la prédiction entre le volume de ressources qu'on vend et le risque de le vendre. Donc il y a deux approches, deux façons d'estimer le quantile. Il y a l'approche directe, qui vise en fait à minimiser une somme asymétrique, et l'approche indirecte, qui elle a deux étapes. On estime la cumulative de ces functions, et après par inversion, on remonte sur le quantile. Dans l'implémentation, l'indirect, en fait, dans notre cas qu'on avait, à la phase d'entraînement, on pouvait entraîner une fois et par inversion retrouver tout le niveau de quantile, mais c'était plus long à la prédiction. Contrairement à l'autre où il faut entraîner pour chaque niveau de quantile et les prédictions. Donc il y avait des avantages et des inconvénients dans les deux. Alors maintenant, je vais passer sur la phase de pré-processing et je vais vous le faire avec un notebook Jupyter. Alors, je vais essayer de tenir le micro et prendre le clavier en même temps. Ça va jusqu'à là, vous suivez? Ça va? Donc dans cet exemple, j'utilise la librairie scikit-learn, qui a été créée par INRIA il y a pas mal d'années maintenant, qui est assez connue. Dans le cas de l'STM, là je ne vais pas pouvoir parler des trois algos, je vais seulement vous parler de Gradient Boosting Decision Tree, qui est finalement celle qu'on a retenue pour le moment dans le cadre de nos travaux. Donc souvent quand on commence par faire du machine learning, en fait il faut un jeu de données. Donc là en fait je récupère l'historique d'un des jeux de données qu'on a, et je vais récupérer seulement un des serveurs, donc le monitoring d'un serveur. Dans notre choix, en fait, il y avait des questions qui se posaient. À quel niveau on va créer le modèle? Est-ce qu'on crée un modèle qui va prédire le comportement global du data center? Est-ce qu'on doit le créer en fait au niveau de la machine? Est-ce qu'on doit le créer au niveau applicatif? À chaque fois qu'on descend plus fin, en fait, ça demande de créer plus de modèles. C'est plus compliqué. Le niveau global est intéressant seulement pour récupérer la partie verte, donc ce qui est libre et pas utilisé. Et en fait, nous, on souhaitait pouvoir savoir sur quelle machine les ressources sont utilisées. C'est pour ça qu'on a construit des modèles par machine. Et pas au niveau applicatif, parce que ça demandait de créer encore plus de modèles, donc ça coûtait plus de ressources. Donc là, c'est un compromis qu'on a fait comme choix. Alors. Donc du coup, souvent, en machine learning, il y a plusieurs techniques, le supervised learning, le reinforcement learning et l'unsupervised learning. Dans notre cas, en fait, on est dans le supervised learning, c'est-à-dire qu'il y a des données et un label. Et il faut trouver la relation cachée entre ces features et la variable explicative. Donc là, vous pouvez voir que sur ce jeu de données, en fait, il y a plusieurs métriques. CPU, RAM, mémoire, disque. Là, il y en a 6, en tout cas, qu'on a travaillé dans ce papier pour les prédire. Dans la démonstration, je vais juste parler du CPU. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a des données manquantes. Donc dans un data center, en fait, ça peut arriver que des données manquent. Le logiciel de monitoring a été mis à jour. Il y a eu une panne sur le serveur, ça arrive. Et donc, dans tous les jeux de données qu'on a, il y a des données manquantes. Parfois jusqu'à 13 jours dans la période de Noël pour certains. Et donc du coup, c'est un problème qu'il faut traiter. La fréquence d'échantillonnage, ça c'est une chose qui est importante. Plus la fréquence de collecte sera importante, plus le modèle sera capable de capturer la dynamique. Mais plus le modèle sera fin, plus il y aura de points, donc plus ça sera long à entraîner. Donc il y a un compromis. Mais par contre, si le sampling est trop long,
le modèle sera plus capable de capturer la dynamique, donc ça posera aussi d'autres problèmes. Donc là, on a choisi 3 minutes comme un compromis entre les deux. Hop là. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est la séparation entre la phase de training et la phase de test. Donc dans les travaux qu'on a fait, on a remarqué qu'en fait, un historique de d'un mois était suffisant dans la meilleure des cas. Donc on prend un historique de 28 jours ou 30, ça dépend des mois en fait, pour prédire 24 heures. Alors pourquoi 24 heures? C'est qu'aujourd'hui, Google Preemptive VM et Spot Instance vendent jusqu'à 24 heures. Donc on a pris ça comme référence. Mais plus on prédit loin, plus souvent c'est dur. C'est une question classique. Et il y a un bug. Ok. Donc là, on transforme, dans l'exemple, j'ai mis seulement 3 features, donc l'heure, la minute et le jour, et la matrice, donc la X, c'est les variables explicatives, et Y, c'est la variable qu'on veut prédire. Donc là, le but de cet algo, c'est de minimiser l'espérance de X, sachant Y, qui est la variable, là, c'est le CPU. Vous avez un exemple ici. Donc là, on transforme le problème en problème de supervised learning. Donc là, on casse aussi la notion de time series avec cet algo. Donc là, vous voyez ici, donc le X et le Y pour 1 point. Hop là. Donc là, on a l'approche directe d'estimation du quantile. Donc là, il y a l'algo Gradient Boosting Decision Tree qui existe en fait dans scikit-learn. Les hyperparamètres qu'on a fixés, qui sont basés là sur une étude de l'état de l'art. Donc là, on les a fixés en fait dans cet exemple. On a fait des études en fait pour notre problème et on s'est rendu compte que l'approche bayésienne donnait les meilleurs résultats d'optimisation des hyperparamètres. Mais dans notre papier, en fait, vous verrez par la suite qu'il y avait énormément d'entraînement à faire. Et donc c'était tellement long à tester en fait, pour l'évaluer en fait, sur les 5 jeux de données qu'on a fixé les paramètres, en tout cas pour l'évaluation. Hop là, chaque fois ça descend. Donc là, vous avez le résultat du mean quantile error. Là, vous avez remarqué qu'il est de 2,47. Et si on regarde les features qui sont ressorties, donc c'est comment le modèle, comment il a utilisé ces features pour prédire la variable. Donc là, on remarque que l'heure est importante. C'est vrai que dans un data center, en fait, parfois les gens le midi, ça dépend des jeux de données, mais l'heure est quelque chose d'important. Pendant la pause du midi, les sauvegardes sont souvent mises à des mêmes heures. Donc là, sur ce scénario, sur ces 24 heures, sur le mois-là, la feature heure est importante. Donc là, j'ai rajouté une autre feature en fait, qui a pour vocation à aider le modèle à déterminer que certaines données sont plus récentes et certaines données sont plus vieilles. Donc en fait, on a une liste qui part dans le sens inverse vers le training et qui repart dans le sens inverse pour le forecast. Et donc là, on va aider le modèle à déterminer que certaines données sont plus récentes et d'autres plus vieilles. Et donc on voit que le mean quantile error est passé à 1,25 comparé à 2,47 et que la feature importance, qui est mal nommée d'ailleurs, j'aurais dû la renommer, c'est vraiment on aide le modèle à déterminer que certaines données sont plus récentes. Le message que je voulais faire passer ici, c'est que avant de partir sur des algos qui sont bien plus compliqués comme LSTM, il faut probablement voir les features, essayer de les améliorer. Parce qu'en fait, ces algos sont plus simples à mettre en production, plus fiables dans la durée. Et donc du coup, le feature engineering est quelque chose qui est très important. Donc par la suite, j'ai utilisé un peu plus de features. Et ça dépend, on peut vraiment les améliorer. Si on a une connaissance des applications qui tournent, d'habitude de l'entreprise, on peut les ajouter pour aider en fait, le modèle à apprendre. Donc là, vous avez les prédictions en fait, avec le test. Donc là, vous voyez qu'il y a une zone où il n'a pas été bon. Donc j'ai passé à l'évaluation. Donc là, je vous ai montré seulement sur un exemple. Donc là, on a fait seulement un training et un test. Mais si on veut évaluer notre modèle sur une plus grosse période, en fait, il faut faire une fenêtre glissante. Et à chaque fois, on la décale de 24 heures pour évaluer la pertinence de notre modèle sur un jeu de données de 6 mois. Alors du coup, maintenant, je vais parler un peu de l'évaluation qu'on a faite. Donc, je vous ai montré brièvement en fait qu'est-ce qu'il faut faire sur le pré-processing. Je vous ai montré quelques features, que les features engineering, c'est quelque chose de très important.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris certaines hypothèses pour évaluer notre approche. Donc la première hypothèse, c'est que toutes les ressources qui sont disponibles sont vendues. La deuxième, c'est qu'on va rejouer toutes les 24 heures qui existent dans 6 mois. Donc on a 183 fenêtres sur 6 niveaux de quantile, parce qu'on veut évaluer est-ce qu'il y a des différences avec les niveaux de quantile, par machine physique. Donc vous imaginez rien qu'à ce niveau-là, s'il y a 100 machines, 6 niveaux de quantile, 183 fenêtres, c'est-à-dire qu'on doit entraîner notre modèle énormément de fois. En plus, on l'a fait sur 4 jeux de données, une université, une administration, 2 compagnies, et on l'a fait avec deux façons. La première façon, c'est qu'on a utilisé un modèle économique, et avec les méthodes comme le mean quantile error, que je vous ai parlé tout la suite, et sur 3 algos. Donc il y a une explosion combinatoire énorme pour évaluer en fait notre approche. C'est pour ça qu'on n'a pas, en tout cas dans ce papier, évalué en fait avec de l'optimisation d'hyperparamètres. Donc là, c'est la partie économique. Donc on a pris quelques hypothèses. Donc on s'est dit, on vend 2 vCPU et 8 Go de mémoire. C'est ce qu'on appelle une flavor souvent, avec un certain débit et un certain aussi de performance sur le stockage. Et à chaque fois, chaque heure, il va y avoir du bénéfice qui va être généré. Par contre, à chaque fois que le modèle va sous-estimer ou surestimer, en fait, il va y avoir des pénalités qui vont s'appliquer. Donc ça, c'est souvent un truc classique qui sont utilisés par Amazon, sauf que Amazon, il faut que c'est à vous de prouver qu'il y a eu une perturbation. Donc vous êtes utilisateur, en fait, il n'a pas rendu le service, mais c'est à vous de prouver qu'il n'a pas été rendu. Donc ça, c'est les questions qu'on s'était posées. La première question, est-ce que les savings, donc le bénéfice, augmente en fonction du niveau de quantile? La deuxième question, c'est souvent, en fait, on a remarqué que ce qui a été fait, il prédisait seulement le CPU ou la RAM. Et en fait, souvent, il y a d'autres métriques qui existent. Est-ce qu'il en faut d'autres? La réponse est oui, mais on a fait l'étude juste pour voir. On a aussi mesuré la précision et la dispersion en fait, de nos modèles sur cette fenêtre, sur les fenêtres que je vous ai parlé par la suite. Et le dernier point, en fait, c'est le coût de l'entraînement. En fait, dans notre cas, comme on veut revendre les ressources, si le coût d'entraînement est plus fort que les ressources utilisées, c'est un problème aussi. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'application du modèle économique dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les résultats. Donc sur la gauche, vous avez le bénéfice, et ici, sur le niveau de quantile. Donc ce qu'on remarque, c'est que plus le niveau de quantile augmente pour les 3 algos, plus le bénéfice augmente. Ce qui veut dire que c'est que la régression quantile est utile pour maximiser les gains. Pour ce modèle économique. En fonction des modèles économiques, ça peut changer. On remarque aussi que là, pour ce jeu de données, LSTM donne les meilleurs résultats. Avec un pic, avec un niveau de quantile 0,9. On remarque que Random Forest et Gradient de Boissy-Neutrine donnent de moins bons résultats. Et que LSTM, avec un quantile à 0,99, on remarque que le bénéfice baisse. En fait, ça s'explique, c'est que quand on est monté dans les quantiles, on a réduit le volume de ressources vendues sans réduire les violations. Donc le modèle de pénalité, en fait, ici, on a tellement réduit les ressources à vendre que ça ne compense plus les violations. Ce qui se fait en général dans la littérature, c'est qu'ils prédisent le conditional mean. Donc si on compare ce point-là à celui-là, on a un gain de 20%. C'est-à-dire que notre méthode de prédiction pour la revente de ressources est 20% plus performante sur ce jeu de données. Donc là, c'est en utilisant les indicateurs de machine learning, donc le mean quantile error. On a normalisé. Donc là, c'est une erreur que j'avais faite, que je n'ai pas corrigée parce que les résultats sont basés là-dessus. C'est que j'avais normalisé par le max et le min, en prenant l'hypothèse que les données étaient dispersées, que les erreurs étaient dispersées entre le max et le min, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, j'aurais été plus pertinent de normaliser en fait pas la variance ou la médiane. Donc là, il y avait. Faites attention. Et pour calculer la dispersion, on a utilisé l'incartilange. Donc ce qu'on remarque, c'est que Random Forest sur la mean quantile erreur et sur l'incartile donne les meilleurs résultats. 0,37 comparé à 0,48 comparé à 0,57 sur les symétriques qu'on a prédites. C'est surprenant parce qu'on a vu que tout à l'heure, LSTM donnait des meilleurs résultats sur le modèle économique. Mais en utilisant les indicateurs de machine learning classique, en fait, c'est Random Forest. En fait, ça s'explique, c'est que le modèle économique ne pénalise seulement les surestimations. Que là, il pénalise les deux. Les surestimations et les sous-estimations. On remarque aussi qu'il y a 2 métriques qui sont plus dures à prédire, c'est le CPU et la lecture. Dans ce cas de ce jeu de données-là, en fait, il y a des workloads qui sont très volatiles, qui tournent, et qu'en fait, souvent, dans un système virtualisé, il y a des caches, et quand ça accorde du cache, il y a ce qu'on appelle les write-back, qui souvent, en fait, ne sont pas facilement prévisibles. Et donc, il faudrait peut-être travailler sur ajouter des features qui facilitent l'entraînement de ces modèles.
Donc là, c'est sur l'entraînement, le coût d'entraînement. Donc là, vous voyez que Gradient Boosting Decision Tree en fait, donne des résultats très loin des autres. En fait, avec un temps d'entraînement de 2 secondes. Donc on a énormément travaillé sur l'implémentation pour essayer de réduire. On a revu un peu l'implémentation de scikit-learn. Random Forest est un peu plus long. Alors là, ça s'explique parce que dans le cadre de Random Forest, on a utilisé l'approche indirecte d'estimation du quantile. Donc il y a 2 étapes. C'est pour ça que c'est plus long. Et l'STM, c'est pas surprenant. En fait, c'est une algo deep learning. Il y a énormément de paramètres à optimiser. Donc Gradient, c'est la plus courte et l'STM la plus longue à entraîner. Alors du coup, maintenant, je vous ai montré en fait qu'on avait une technique qui était jusqu'à 20% plus performante pour estimer les ressources inutilisées. Donc maintenant, je vais vous parler brièvement, je ne peux pas vous faire une démo complète, parce que ça fait l'objet d'un autre papier sur cette problématique. C'est maintenant qu'on a une estimation, comment on déploie Spark comment on déploie Spark en utilisant ces ressources inutilisées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Spark, en fait, souvent, c'est une architecture master-slave. Donc il y a un master qui gère en fait tous les clients et des workers. Donc les workers ont une capacité en fait de scalabilité pour augmenter en fait la capacité de traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des batchs. C'est-à-dire que si on tue un batch, on peut le lancer ailleurs. Un deuxième point qui est intéressant, c'est que c'est stateless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état. C'est-à-dire que si on devait en fait garder des états, il faudrait les migrer. Donc c'est d'autres problématiques à gérer. Une autre chose, en fait, c'est qu'il y a pas mal de mécanismes de gestion de tolérance en panne qui sont implémentés déjà dans Spark. Donc on a fait pas mal de tests pour voir jusqu'où ça va, mais il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter. Par exemple, on pourrait notifier Spark, on sait que ce worker-là va disparaître. Donc il pourrait faire des choses en avance. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Une chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que malgré que c'est une application de type batch, en fait, pour des raisons de scalabilité, parfois les états vont quand même descendre dans les workers. Donc si on doit tuer tout le worker, parfois on va devoir recommencer à zéro toute l'exécution du job. Bon, en simple, l'idée c'est qu'on a des modèles de prédiction par machine, on sait estimer les ressources inutilisées par machine, donc on va déployer des workers par machine. Donc on va savoir combien de workers on peut déployer par machine. Sachant que dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, le master est déployé sur des ressources stables et les workers sur les ressources inutilisées. Donc on estime qu'on peut par exemple mettre sur une machine 10 workers de telle taille. On les déploie. Si jamais il y a un workload qui est imprévisible, du coup il faut appliquer des mécanismes de correction, donc de réduire ce qui tourne dessus. Donc là on travaille en fait sur une amélioration de ces groupes qui seraient capables en fait de nativement d'allouer et désallouer les ressources utilisées. Donc là il y a plein de stratégies. Est-ce que du coup je partage cette ressource disponible entre tous les conteneurs? Est-ce que j'en tue certains? Il y a vraiment beaucoup de choix ici. Donc l'idée, c'est qu'il y a des customers, ils ont leurs outils classiques, PySpark, Zeppelin ou Jupyter, comme je vous ai montré. Eux, leur objectif, c'est de pouvoir processer du big data à moindre coût. On a l'opérateur qui est en charge de la solution de revente de ressources. Lui, il veut prendre en fait du bénéfice sur cette revente. Et on a les farmers, eux, en fait, ils veulent réduire leur coût de fonctionnement de leur data center. Donc, dans l'exemple que je vais vous donner, en fait, on a pris quelques hypothèses. Donc, il faut une solution d'orchestration. Donc là, on a pris Kubernetes. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Pour ceux qui veulent, on pourra parler en plus en détail. Là, je n'ai pas le temps de parler tout. Il faut du monitoring. Il faut qu'on puisse monitorer l'infrastructure pour pouvoir entraîner nos modèles. Donc là, je vais vous faire la démo. Donc, je vais vous parler un peu de l'infrastructure. Je vais vous la montrer, c'est celle qui est déployée. Vous parler un peu du monitoring. Vous montrer comment on a mis en production ce modèle prédictif. Et je prendrai l'exemple en fait du data scientist qui veut juste faire une petite application qui compte le nombre de mots dans un texte. Et j'injecterai après un comportement imprévisible pour vous montrer comment le système réagit. Donc c'est une vidéo que je vous ai fait parce que en fait, j'avais des problèmes avec le VPN pour venir jusqu'ici. Donc là, c'est l'infrastructure. Donc c'est une infrastructure d'exemple. Il y a seulement 3 machines physiques, K8S1, K8S2 et K8S3. Donc là, on voit que le farmer a des workloads qui sont déployés. Donc là, c'est un outil qui va générer de la charge. Donc là, vous pouvez voir la consommation globale du data center. Et là, c'est un point qui est important, c'est qu'on doit isoler la consommation qui est liée pour le farmer, pour ses propres besoins, de ce qu'on a vendu. Parce que par la suite, si on déploie des nouvelles applications, en fait, la charge peut monter à 100%. C'est-à-dire que si on construit notre modèle prédictif par la suite, il va dire qu'il y a 100% d'utilisé. Donc il faut bien qu'on entraîne notre modèle sur le taux d'utilisation lié au farmer et pas sur l'opérateur plus usage. Donc là, il y a une isolation qui est faite.
Donc là, vous voyez les deux modèles prédictifs. Là, donc, dans cet exemple, il y a seulement deux métriques qui sont prédits. Le CPU, donc, bon là, c'est un exemple, c'est très à plat, mais il y a beaucoup plus de dynamique en vrai. Mais il faudrait que j'injecte de la charge pour que ça soit plus réaliste. Donc, dans Kubernetes, en fait, le côté multi-utilisateur est géré en fait, par ce qu'ils appellent les namespaces. Donc chaque namespace peut être alloué à un utilisateur. Donc le default, c'est celui du farmer. Et ce qu'on appelait dans le projet Falcon. Donc le Falcon, c'est le namespace qui va gérer la revente. Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a deux workloads qui sont déployés. Donc le master Spark et Zeppelin qui est le notebook de côté data scientist. Et donc là, on a les workers. Pour le moment, ils sont tous à 0. C'est-à-dire qu'il y a cette instance Spark n'a pas de ressources. Donc ça, c'est la partie construction des modèles prédictifs. Donc chaque machine est en charge de construire ses propres modèles. Parce que si la machine n'a pas de ressources inutilisées, ça ne sert à rien qu'on construise le modèle prédictif. Donc chaque modèle est en charge de créer son propre modèle. On regarde l'historique, s'il y a suffisamment de ressources utilisées, chaque machine va créer son modèle. Donc là, c'est l'interface de Spark. Donc vous remarquez que là, il n'y a aucune ressource allouée. On n'a pas encore lancé l'algo de placement et la modèle prédictif. Donc là, je vais déployer l'algo qui utilise le modèle prédictif pour estimer par machine le nombre de ressources inutilisées, avec une notion de marge qu'on calcule pour savoir si on a en fonction du risque. Donc là, ça va utiliser l'algo, ça va estimer le nombre de workers qu'on peut mettre par machine. Donc si on retourne, en fonction de l'estimation, en fait, ça va allouer des workers. Donc là, vous voyez, il est en train d'en allouer. Donc là, il a quasiment alloué tout le data center parce qu'il n'est pas utilisé du tout. Donc là, c'est le point de vue data scientist, donc avec l'exemple. Il va envoyer un job qui va essayer de compter le nombre de mots, le nombre d'occurrences du mot. Donc là, Spark l'a bien pris en compte. Ça prend un peu de temps. Donc là, on a les résultats. Donc là, on vient d'utiliser Spark et les ressources utilisées pour faire un traitement qui est simple, mais qui est du coup moins cher. Donc là, je vais repartir du point de vue farmer et je vais injecter un comportement imprévisible qu'on n'a jamais vu dans le passé. C'est juste une application qui génère de la charge. Et donc là, en fait, on remarque qu'en fait, il vient tout de suite de dynamiquement réallouer, diminuer les ressources allouées pour ne pas perturber ce qui existe. Donc ça, c'est la fin de ma démo. Bon, je pourrais faire une autre présentation beaucoup plus poussée sur cette partie, parce que là, c'est un peu court. Hein. Mais je voulais surtout axer sur le modèle prédictif aujourd'hui. Pour conclure, on a vu que la régression quantile sur les jeux de données qu'on avait était utile, qu'on a eu des gains jusqu'à 20% sur un des jeux de données, qu'on a remarqué que l'STM donnait meilleurs résultats pour le modèle économique, mais que Random Forest était plus performante, que Gradient Boosting était celle qui mettait le moins de temps à s'entraîner et LSTM celle qui mettait le plus de temps, qu'on a vu qu'on pouvait utiliser ce modèle prédictif pour déployer des workers Spark pour utiliser les ressources utilisées. On a travaillé sur pas mal d'améliorations sur ces modèles. Ça, c'est un papier qui date quasiment de 8 mois maintenant. On a maintenant, en fait, dans la présentation que je vous ai faite, c'était un modèle qui était entraîné offline. On a une version maintenant online qui prend les points à fur et à mesure que les points arrivent. On a aussi travaillé là, les points, les CPU, les métriques étaient apprises de façon indépendante. Maintenant, en fait, on entraîne en prenant en compte toutes les métriques, le CPU, la RAM, et on cherche les corrélations aussi entre ces métriques. On n'a pas travaillé sur le GPU encore, c'est une perspective, parce que c'est vrai qu'en fait du big data, souvent c'est pas du CPU qu'on utilise, c'est des GPU. Donc on souhaiterait appliquer ces mêmes techniques sur des GPU. Travailler sur d'autres métriques. Et il y a un point aussi qui est très important, c'est la sécurité. Donc on regarde de très près en ce moment une technologie qui s'appelle SGX, qui permet en fait de garantir sur une machine qui est corrompue l'intégrité et la confidentialité. Et d'autres aussi méthodes de machine learning. En fait, on a vu que LSTM était dur à entraîner, mais peut-être que GRU en fait donnerait des meilleurs résultats. Donc ça, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est un papier qui a été publié. Il y a beaucoup plus de détails sur les quantiles, sur les méthodes qu'on a utilisées sur les hyperparamètres. Ça, c'est un autre papier qu'on a utilisé sur la capacité.
Et ça, c'est le papier sur la deuxième partie, Spark, où je vais très peu parler aujourd'hui. On a un brevet aussi sur tout ce qui est sécurité. Merci beaucoup, j'espère que vous avez réussi à suivre ce que je raconte. J'ai tendance à parler vite, alors des fois... Si vous avez des questions. Moi, j'avais une question vis-à-vis du système de farmer. Donc, en gros, le système de farmer, c'est quand il y a des tiers qui ont des, si j'ai bien compris, c'est quand il y a des tiers qui ont des ressources inutilisées et qui louent ces ressources à d'autres tiers. Et du coup, est-ce qu'il a, j'imagine, il a été abordé la question de la sécurité des données notamment, de la protection. Enfin, c'est-à-dire, qu'en est-il du fait de louer, que ces données soient disponibles sur le système de quelqu'un d'autre? Après, vous me direz, c'est la base du cloud computing, quoi, mais... Ouais, la sécurité, je pense, dans ce contexte, c'est le point le plus problématique. Juste pour faire un peu d'historique, c'est vrai qu'avant, les gens, en fait, quand Airbnb a commencé, ils disaient jamais je vais louer ma chambre. Et en fait, il y a eu une crise économique, et là, les gens ils se sont dit je vais louer mon appartement. C'est la même chose en fait sur les données dans le cloud. En fait, les gens ils disaient jamais j'irai mettre les données dans le cloud. En pratique, aujourd'hui, les gens ils mettent leurs données dans le cloud. Et pour la problématique de sécurité, pour y répondre, j'en ai parlé brièvement sur la fin. SGX, en fait, c'est un mécanisme. En fait, les données vont arriver cryptées sur la machine. Ils vont rentrer dans le processeur crypté. Ça va être le calcul va être fait dans le processeur. Ça va ressortir du processeur crypté. Et après, les résultats vont sortir. C'est un coût. Il y a des études qui montrent que c'est 1,5 à 2 fois plus long. Mais par contre, ça va garantir l'intégrité et la confidentialité. Parce que les données vont arriver sur votre machine. Vous avez beau être root dessus, administrateur, pardon. Et vous ne pourrez pas savoir ce que j'ai fait dessus. Après, oui, SGX a certaines limitations. Spectre, par exemple, qui est une faille de sécurité qui existe, qui peut, mais bon, il y a toujours compromis entre les deux. Mais SGX, c'était la réponse qu'on a dessus. Après, l'exemple que j'ai fait, ça dépend des cas. Là, on est dans le cas que vous citez, c'est le cas multi-cloud. C'est qu'il y a plusieurs opérateurs, plusieurs farmers, qui ne sont pas forcément de confiance. Donc là, il y a des problèmes de malicieux. Mais ça peut être, par exemple, une entreprise qui veut récupérer ses ressources inutilisées pour ses propres besoins. Et donc là, la problématique de sécurité n'est pas la même. Dans l'exemple, c'était par exemple, on peut se dire Orange, qui est membre de Bicom, a un très gros cluster qui est aussi sous-utilisé et on pourrait déployer Apache Spark sur les ressources utilisées pour ses propres besoins. Mais dans le cas en fait multi-cloud, multi-farmer, si SFR et Orange sont dans le même pool, effectivement, le big data, c'est sensible. Après, il y a un brevet qu'on a déposé, parce qu'il y a d'autres problématiques aussi, c'est garantir que la personne va faire ce qu'on lui demande. Mais c'est une autre présentation. Mais la problématique de sécurité, oui, c'est un des axes majeurs du projet. Il y a des gens qui travaillent dessus. D'autres questions ? Merci pour la présentation. La question, c'est un peu plus bas, au niveau du modèle. Donc, le modèle, il est en train d'optimiser par rapport à des infrastructures hétérogènes. Et Spark, il est basé sur des infrastructures de configuration homogène. Donc, derrière, tu utilises un modèle hétérogène pour ordonnancer des workloads homogènes. Ah, c'est technique, désolé. Donc la question, c'est qu'on a, on a du coup des ressources utilisées qui sont hétérogènes. Certaines machines ont des ressources disponibles et d'autres moins. Que Spark, d'un côté, en fait, on peut allouer des ressources plus ou moins fortement. C'est ça la question. Donc on peut dire, par exemple, un worker Spark a 2 vCPU et l'autre en a moins. C'est une bonne question. En fait, il y a, en plus, en fonction de ce qu'on veut traiter comme job big data, on ne va pas configurer Spark de la même façon. Et donc il y a une notion en fait, de placement pour gérer en fait, cette hétérogénéité. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui. Oui. On a une version de Spark où je travaille qui est modifiée, qui intègre des mécanismes de fault tolerance différents et qui passe celle qui est d'origine. Et c'est la même chose, un Hadoop par défaut, il a aussi des limitations. Il prend en compte que les ressources soient homogènes, ce qui n'est pas vrai. Et donc par exemple, on a dans les contributions qu'on a fait, on place les données aussi différemment. Et pour donner un autre exemple, je te donne la main après, c'est que dans
une application MapReduce, il y a des tâches qui sont plus importantes que d'autres. Le map, le Reduce, en fait, a une dépendance many to one. Donc le Reduce est plus important que le map. Donc il y a un placement aussi, un gras plus fin. Comment on place les tâches, donc les opérations Spark plus compliquées ou plus risquées à des endroits moins risqués. Donc on pourrait par exemple se dire tout ce qui est très risqué, je le mets sur des ressources stables. Donc il y a plein d'études qu'on est en train de faire, on n'a pas tous les résultats, mais oui, c'est tout un plan de travail intéressant. D'autres questions? En parlant de Hadoop, par exemple, vous avez cité l'exemple, Hadoop il a des mécanismes pour faire face à l'hétérogénéité des ressources internes et il est capable de faire face à certains changements aléatoires. Par contre, Spark, il dépend de la mémoire. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Merci, hein. Très, très bonne question. D'autres questions? Vous avez parlé que depuis la fin de l'étude, vous aviez un modèle prédictif évolutif. Et en quoi ça a amélioré les résultats? Le modèle, il évolue là, depuis que vous l'avez mis en prod. Donc ça veut dire que le modèle, il évolue en permanence en fonction des prédictions qu'il a faites. Et donc qu'est-ce que ça a apporté comme résultat? Est-ce qu'on est mieux que 20%? Alors le modèle, en fait, on a changé la façon d'entraîner, mais les modèles sont réentraînés à chaque fois, toutes les 24 heures ou plus rapidement si nécessaire, c'est les mêmes. J'ai pas de chiffre exact, j'ai pas relancé en fait toute l'étude avec le nouveau modèle. Sur le côté online, on a eu des gains supérieurs à 20% par rapport au modèle d'avant. Sur les côtés multi-output, c'est-à-dire qu'on corrèle les métriques, on a des gains, mais c'est pas sur des fenêtres si longues, donc c'est dur de comparer. Mais on a sur des périodes plus courtes, estimé c'était beaucoup plus performant. Mais c'est en fait, vu le volume d'entraînement, le volume de traitement à faire pour arriver au résultat, on pouvait pas, en tout cas on ne l'a pas encore fait. Merci. C'est une question peut-être un peu naïve, c'était par rapport au feature engineering. Vous présentez au niveau des dates l'heure, la minute, le jour en montrant que l'heure est prioritaire sur les autres. Et quand vous rajoutez la feature de l'âge, de la jeunesse de la donnée, l'ordre des 3 autres features est différent. Pourquoi? Enfin, c'est peut-être très naïf, mais... Je me suis jamais posé la question. Pourquoi? Alors, la feature importante, c'est vrai que ça enlève les features pour voir comment ça impacte le résultat. Du coup, comment ça peut impacter? Pourquoi il met l'autre plus? C'est que du coup, le poids, la pondération, du coup, était plus forte. Il faut que j'y réfléchisse. Je ne me suis jamais posé la question. Mais c'est une question... Alors, là, j'ai pas mis toutes les features dans l'exemple, mais il y en a d'autres. Parce que normalement, comme il enlève la feature, il recalcule en fonction de l'impact sur le MQE. Et comment ça impacte? Ouais, une question, je ne sais pas y répondre. Merci, je vais essayer d'y répondre. Peut-être que vous avez un élément de réponse? Non? Ouais, bah moi non plus, je ne sais pas là. Peut-être d'autres questions? Comment le Master Spark a connaissance de tous les slaves qui existent? Typiquement, si jamais il y a un nœud qui se met à ne plus répondre, c'est facile de savoir qui répond plus, du coup qu'on a moins de ressources. Par contre, s'il y a un nouveau nœud qui arrive, qui est-ce qui est en charge de savoir qu'il est up? En fait, on a un mécanisme que j'appelle le smart placement, qui est en charge en fait en permanence de regarder, d'estimer et de piloter Spark. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mécanisme qui démarre des workers et les affecte au master automatiquement. Oui, ouais, il n'y a pas qu'une app, hein. Je ne crois pas que j'ai ça dans les slides, mais on a d'autres choses qu'on ajoute, il y a pas mal de mécanismes en plus qui sont déployés, dédiés. Oui, bah là j'ai montré un exemple. En fait, c'est un Spark classique après, hein, donc il y a tout ce que les data scientists sont habitués à utiliser. On a modifié le comportement interne, mais l'idée c'est qu'on, pour les utilisateurs, en fait, ça change rien. Sauf que c'est moins cher, quoi.
D'autres questions? Je pense que je vous remercie hein, pour votre présentation.